Cet après-midi, pour commencer l'année, on remonte au commencement, très haut dans le temps. Je vous raconte notre ancêtre direct qui a vécu à des dizaines de millénaires de notre époque, où la véritable histoire de l'homme de Néandertal, et la femme aussi. Comment savons-nous autant de choses sur lui et sur elle aussi ? Quelle était sa vie quotidienne ? Pourquoi a-t-il disparu ? Europe 1, 15h, 16h, préhistoriquement vôtre. Nous sommes à l'été 1856, au bord d'une rivière en Rhénanie, au cœur de la vallée de Néandertal en allemand, la vallée de l'homme nouveau, qui, au vu de la découverte qui va suivre, porte plutôt bien son nom. Alors qu'ils sont occupés à excaver les débris d'une grotte dans le cadre de l'exploitation d'une carrière, deux ouvriers découvrent des ossements et le fragment d'un crâne. Ils transmettent aussitôt ces vestiges à leur patron, qui a le bon réflexe de les conserver afin de les montrer à son ami Johann Karl Füllroth, un enseignant du coin passionné de paléontologie. Sans attendre, Füllroth entre en contact avec l'anthropologue Hermann Schaffhausen. Tous les deux pensent tenir entre leurs mains la preuve de l'existence d'une espèce humaine jusqu'alors inconnue. L'année suivante, au printemps 1857, les deux hommes présentent leur étude devant une prestigieuse société savante de la ville de Bonn. Mais l'époque n'en est qu'aux prémices de la révolution darwinienne. Dans l'assemblée, de nombreuses voix incrédules ne tardent pas à s'élever. Est-ce vraiment pour cela qu'on les a dérangés ? Pour les restes d'un vieil ermite ou d'un cosaque russe ayant déserté lors des guerres napoléoniennes ? Mais n'en déplaise aux sceptiques, les preuves s'accumulent. Les ossements sont comparés à d'autres fossiles et confirment bien l'existence d'une mystérieuse espèce antérieure à l'homme moderne ayant autrefois dominé l'Europe. Après avoir disparu il y a 35 000 ans, voilà soudain Néandertal revenu parmi nous. Et aussitôt, il captive le grand public. Malheureusement, cette fascination s'accompagne de préjugés désolants. Cette soi-disant brute sanguinaire, incapable d'articuler la moindre parole ou même une quelconque pensée, sera d'abord baptisée Homo stupidus, avant de devenir en 1863 Homo neanderthalensis, du nom de la vallée où il avait été découvert 7 ans plus tôt. Pendant longtemps, Néandertal est ainsi perçu comme un être dégénéré, proche du singe, un sauvage bossu et fléchi, alors même qu'Homo erectus, l'homme debout, a peuplé l'Afrique, l'Europe et l'Asie plus d'1 million d'années avant lui. Aujourd'hui, notre regard a évolué au gré de nouvelles découvertes qui ne cessent d'élargir notre réflexion sur l'altérité en nous offrant un homme de Néandertal tout autre. Alors, venez avec moi. Cet après-midi, je vous emmène loin, très loin, auprès de nos plus proches cousins de l'âge de pierre. L'histoire de notre famille humaine est aussi riche que complexe. Il ne faut pas la voir comme la lignée issue d'un seul et même arbre généalogique, mais plutôt comme une épaisse futaie, une vaste forêt partageant des racines africaines profondes, aux pousses nombreuses et dont la seule à vivre aujourd'hui encore est la nôtre, la branche Homo sapiens. Mais une autre a survécu pendant longtemps et qui bien avant nous avait poussé jusqu'en Europe, la branche néandertalienne. Pour comprendre sa présence en Eurasie occidentale, il faut remonter jusqu'au moment où les toutes premières espèces du genre Homo ont quitté leur berceau africain en passant par le Proche-Orient il y a près d'1 million d'années. Peu à peu, au gré de nouvelles migrations, de l'évolution de plusieurs espèces, de la découverte du feu permettant l'exploration de territoires plus froids et de la sélection naturelle, les pré-néandertaliens il y a 400 000 ans, puis les néandertaliens il y a 300 000 ans, ont émergé et ont fini par s'imposer comme la seule espèce humaine du continent européen. Faisons à présent un nouveau bond dans le temps, un bond de 200 millénaires. Désormais, ce territoire n'a plus de secret pour Néandertal qu'il a parcouru de long en large, de l'Espagne à la Sibérie. Depuis peu, quelques groupes s'aventurent même au Proche-Orient. De son côté, notre ancêtre direct, Homo sapiens, s'apprête lui aussi à pénétrer depuis l'Afrique, le berceau européen de Néandertal. Nous sommes alors 100 000 ans avant notre ère. Et à quelques rares isolats près, ce sont là les 2 dernières espèces d'hominidés, mais aussi les plus évoluées, qui se font face pour la toute première fois. Mais pour le moment, les néandertaliens européens ne connaissent pas notre existence. Leur vie à cette époque s'étend sur une vaste steppe au climat froid
et sec où vivent 2000 à 3000 clans composés de 20 à 30 individus dispersés sur tout le territoire de l'Europe. Ils ne sont pas si nombreux, peut-être 70 000 en tout. Et il faut donc bien chercher pour les trouver. Mais on peut dire que vous avez de la chance. Je viens de repérer un petit groupe dans une plaine de l'actuelle Ukraine. Tous arborent la même silhouette carrée et trapue haute d'1,60 m environ. Leurs pieds nus sont parfaitement adaptés à la marche, mais ces temps-ci, ils ne rechignent pas à porter des mocassins ainsi que des fourrures pour se réchauffer. Malgré la saison estivale qui s'achève, il fait froid, mais pas au point que ce groupe ne puisse surmonter la température ambiante. Leurs ancêtres ont certes connu des périodes plus tempérées par le passé, mais d'autres avant eux ont survécu à des ères glaciaires tout aussi peu clémentes. Et ce n'est que grâce à leur capacité d'adaptation et à leur connaissance poussée de la nature que ces hommes-là sont toujours là. Ils sont une vingtaine en tout, en train de suivre un immense troupeau que le guetteur a repéré le matin même. Tous sont de redoutables chasseurs. Ils savent se fondre dans l'environnement, imiter le cri des bêtes, atteindre l'organe vital d'un cheval sauvage ou d'un bison des steppes avec un simple épieu de bois, capturer un oiseau en plein vol à l'aide de 2 pierres attachées à une corde. Mais la traque du grand mammouth laineux, leur proie du jour, nécessite, elle, une méthode tout autre. Approchons-nous, mais avec discrétion. Il ne faut pas les déranger dans leur chasse, d'autant que nous sommes au moment décisif. Ils sont en train de resserrer leur étau et de rabattre doucement le troupeau vers les collines. Pour cela, ils ont formé 2 grandes files, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, et c'est à peine si l'on parvient à différencier les secondes des premiers. Les femmes sont un peu plus petites, mais pour le reste, les corps sont identiques. Les mêmes bras musculeux, les mêmes mains, avec de grands pouces, des phalanges courtes et robustes, les mêmes visages prognates, au nez haut, au front fuyant, de larges arcades sourcilières et de grands yeux dont la couleur peut varier, comme celle de la peau ou des cheveux. Soudain, les chasseurs accélèrent, tout en poussant de grands cris pour effrayer les bêtes. 3 mammouths juvéniles paniquent et se blessent en dévalant une dépression naturelle. Les chasseurs rejoignent leur proie, les achèvent, puis procèdent aussitôt à leur éviscération et à leur dépeçage à l'aide d'outils de pierre. Dans cette première phase, comme dans la plupart des sociétés de chasseurs-cueilleurs, les femmes se tiennent en retrait pour éviter que leur sang menstruel, perçu comme magique, ne soit souillé par celui des bêtes. Mais en dehors de ce tabou symbolique, il n'existe pas de division sexuée des tâches. Les femmes participent donc à la chasse, tout comme les hommes à la cueillette. Pendant que ces derniers récupèrent la peau, désarticulent les pattes à l'aide de galets taillés en biface, puis découpent leur prise en gros quartiers de viande, les femmes sont venues en aide à l'un des chasseurs. Plus tôt, il s'est blessé dans la mêlée avec le troupeau. L'une d'elles le hisse sur son dos, tandis que le reste du groupe se charge du précieux fruit de la chasse. Le vent s'est levé dans la steppe, il faut faire vite à présent et rejoindre le campement avant que la nuit tombe. Y arriveront-ils ? Parviendront-ils à échapper aux innombrables dangers qui les guettent et rejoindre le reste de leur clan, affamé et inquiet ? Au campement, les plus jeunes comme les plus âgés, ainsi que quelques malades, attendent le retour des chasseurs. Ils sont une douzaine en tout. 2 femmes adultes sont restées avec eux. L'une est enceinte de 8 mois, l'autre allait son enfant ainsi que celui d'une mère qui n'a pas survécu à son accouchement. Le nourrisson est très vulnérable. À dire vrai, la mort est omniprésente. Beaucoup d'enfants meurent très jeunes avant d'atteindre leurs 10 ans. Et peu d'individus dans ce groupe dépassent l'âge de 40 ans. Le ventre vide, autour du feu qui crépite, les uns et les autres commencent, je le disais, à s'inquiéter. Le soir tombe et les chasseurs ne sont toujours pas rentrés. Chacun sait qu'il ne fait pas bon s'égarer dans la steppe quand la nuit tombe, lorsque sortent les hyènes et les lions des cavernes. Mais le clan ne se laisse pas gagner par l'inquiétude. Les chasseurs font en sorte de ne jamais trop s'éloigner du campement. Et puis, s'il le faut, ils ont de quoi faire du feu et pourront se munir de torches. Les campements changent d'une saison à l'autre, s'installant le plus souvent à proximité d'un point d'eau ou d'un gisement de silex à exploiter pour se confectionner de nouveaux outils. Mais à cette saison, dans la steppe, les membres de ce clan font avec les moyens du bord. Pour se protéger du vent, ils ont construit des abris arrondis avec de vieux ossements de mammouth. Une innovation suscitée par un groupe du Nord rencontré autrefois au niveau de l'actuelle Pologne et qui avait pour habitude d'entreposer des chutes de bois de renne pour s'en faire des auvents à l'entrée de leur grotte.
un savoir qu'ils ont confié volontiers à leurs visiteurs. Tout laisse à penser en effet que les clans néandertaliens cultivaient entre eux des rapports étroits. Confrontés à de nombreuses crises par le passé, ils ont développé un fort esprit d'entraide. Un cri de joie se fait entendre au loin. Ils sont enfin revenus. Tout le monde s'active. On commence par venir en aide aux chasseurs blessés. L'un des anciens se charge de lui préparer une décoction à base de camomille. Elle est utilisée d'ordinaire comme un coupe-faim, mais elle fera un excellent calmant contre la douleur de l'entorse. Peut-être cet homme, dans la force de l'âge, deviendra-t-il infirme à vie, mais il ne sera pas abandonné pour autant. Les os frais de mammouth sont brisés afin d'en extraire la moelle. Les plus petits sont jetés dans une pierre creuse remplie d'eau pour en faire un bouillon. En raison du manque de bois, les braises sont réalimentées avec de vieux débris d'ossements. D'autres membres du groupe commencent à nettoyer les peaux des mammouths à l'aide d'un grattoir en pierre. Les enfants, sexe et âge confondus, observent et participent du mieux qu'ils peuvent. Pour eux, l'apprentissage est permanent. Les hommes découpent des lanières de viande et les suspendent au-dessus du feu pour les fumer. Au jour de leur départ, ils emporteront ces denrées de longue conservation. Elles serviront aussi de monnaie d'échange ou même de présent pour des groupes rencontrés en chemin. Le travail touche à sa fin et l'on prend place autour du feu. Pendant que chacun fait rôtir son morceau de viande au bout d'une pique, le plus ancien déplore un manque de fruits ou de végétaux pour agrémenter le repas. Il raconte que ses ancêtres ont vécu dans de grandes forêts aujourd'hui disparues où poussaient des érelles et des myrtes à profusion, où l'on n'avait qu'à se baisser pour ramasser glands et champignons. Les enfants, incrédules, demandent si ses ancêtres chassaient. « Bien sûr, répond l'ancien. Lorsqu'ils ne parvenaient pas à abattre un grand cerf, ils pouvaient se tourner vers les saumons qui remontaient les rivières pour frayer, et les grenouilles, et allaient même jusqu'à consommer les rhizomes du nénuphar. Et puis, il y avait le miel aussi, matière miraculeuse que les hommes les plus valeureux allaient chercher en haut des arbres. Une habitude adoptée en observant un ours, cette bête qui les fascine tant, parce qu'il s'assimile à lui. Dans la chaleur de l'abri, le ventre plein, les chasseurs fatigués ferment leurs paupières tandis que l'ancien continue d'évoquer ce lointain passé. Comme tous les membres du groupe, sa voix est aiguë et nasillarde, mais très puissante. Même si son vocabulaire n'est pas aussi riche que le nôtre, le langage de cette communauté s'est affiné au fil des siècles, grâce à la transmission de récits en nombre. Et les enfants ont remarqué que dans ces histoires, ce sont toujours les animaux qui ont le beau rôle, car la relation entre ces peuples de chasseurs et le monde sauvage dont ils dépendent est bien plus profonde qu'on ne le croit. Les bêtes sont au centre de leurs jeux et de leurs danses. Elles sont parfois imitées ou incarnées lors de rites de chasse. Les oiseaux ont un statut à part, ils sont des passeurs entre le monde des vivants et l'au-delà. Les Néandertaliens ont une relation particulière avec les rapaces, dont ils récupèrent les plumes et les serres pour s'emparer et s'octroyer ainsi un peu de leur force. Le vieil homme vient de commencer une nouvelle histoire à propos d'un corbeau sacré, médiateur entre le monde naturel et surnaturel, mais plus personne ne l'écoute, et chacun semble imiter le feu, qui s'endort peu à peu. Laissons-les à présent, et sans faire de bruit, car il est temps pour nous de faire un nouveau saut dans le temps et de retrouver les descendants lointains de ce clan, près de 50 000 ans plus tard. Nous voici 45 000 ans avant notre ère, quelque part en Crimée, et Néandertal est sur le déclin. Et il ne s'en doute pas, lui qui a devant lui 10 000 années à vivre encore. Aujourd'hui, les membres du clan parcourent une plage de la mer Noire. Ils se rendent ici en une bonne partie de l'année, car il y fait un peu moins froid qu'ailleurs. Les phoques qu'ils retrouvent échoués sur le sable ou les crabes qu'ils capturent font leur bonheur. Mais ce n'est pas à cela qu'ils sont occupés ce jour-là. Ils sont en train de pratiquer une autre forme de cueillette, la récolte des mollusques qui abondent sur la plage. Pourtant, ce ne sont ni des coques ni des moules qu'ils recherchent en ce moment même avec tant de soin, mais de petits coquillages plus rares qu'ils garderont auprès d'eux en guise d'amulettes protectrices ou comme simple curiosité lors de leur prochain voyage. Car leur départ est proche, bien sûr, les membres de ce groupe savent toujours plus ou moins où ils iront, mais au gré d'une opportunité soudaine, ils n'hésiteront pas à dévier de la trajectoire prévue. S'ils croisent le chemin d'autres clans, ils se mêleront à eux, accroissant ainsi leurs chances de réussite à la chasse et favorisant les échanges de partenaires. Ce sont souvent les femmes qui quittent le groupe où elles sont nées
Et n'allez pas croire qu'elles sont enlevées avant d'être séquestrées par d'autres clans. Non, il s'agit le plus souvent de départs consentis, afin de perpétuer la lignée. Mais depuis peu, les autres groupes se font plus rares par ici. Peut-être est-ce dû à l'arrivée de ces énergumènes d'allure un peu différente, de plus en plus nombreux dans la région. Nul ne sait le nom que Néandertal a trouvé pour désigner l'homme moderne. Quoi qu'il en soit, dans le doute, il a appris à s'en tenir à bonne distance. Certaines ou certains, moins farouches, sont allés à sa rencontre, mais ce sont là des cas isolés. Dans l'ensemble, plutôt que de créer des liens amicaux ou conflictuels avec nos ancêtres, les Néandertaliens ont préféré surtout les éviter. L'extinction progressive des Néandertaliens après 400 millénaires de présence en Europe demeure un mystère. Pour certains, il ne fait aucun doute que nous autres sapiens avons participé à sa disparition. Est-ce dû au penchant de l'homme moderne dit de Cro-Magnon pour la guerre et à sa faculté de créer dans ce but des armes performantes? Beaucoup réfutent cette idée et préfèrent penser que plus indirectement, nous avons peu à peu grignoté le territoire de nos cousins, eux qui vivaient en petits groupes éloignés les uns des autres et se reproduisaient plus lentement que nous, avec comme conséquence leur chute démographique progressive et l'isolement génétique de leur lignée. Mais les théories sont nombreuses et l'énigme, à ce jour, reste entière. En 1908, plus d'1,8 million années après la découverte de l'homme de Néandertal en Allemagne, l'abbé Jean Buissonny réalise des fouilles en Corrèze. Bien qu'homme d'église, il est aussi homme de science. Et voilà 10 ans que cet archéologue passionné procède à des fouilles dans la région épaulé par ses 2 frères aînés. Et c'est ainsi que le 3 août 1908, dans une grotte aux alentours de la commune de la Chapelle-aux-Saints, les frères Buissonny découvrent un squelette néandertalien couché à l'intérieur d'une cavité en position fœtale, laissant penser à une sépulture. La découverte fait l'effet d'une bombe. Nombre de spécialistes refusent l'idée que Néandertal puisse enterrer ses morts. Pourtant, les preuves s'accumulent et la communauté scientifique comprend qu'elle doit reconsidérer l'attitude des Néandertaliens face à la mort. Il est certain désormais que ces hommes et ces femmes pratiquaient des rites funéraires, ce qui jusque-là était censé demeurer notre spécificité. Sur certains lieux de fouilles, la présence de crânes à l'écart de leur sépulture laisse penser que certains groupes pratiquaient le culte des ancêtres. Des cas d'endocannibalisme ont aussi été révélés. On ne sait pas s'il s'agissait là des effets de la nécessité de se nourrir ou d'une pratique spirituelle complexe et d'ordre culturel. Mais la collecte de coquillages ou de plumes d'oiseaux prouve que Néandertal était capable de pensée symbolique et donc était porteur, en parallèle, d'une sensibilité esthétique. Chaque année, les découvertes de pierres gravées par des mains néandertaliennes vont dans ce sens et nous prouvent que Cro-Magnon ne fut donc pas le seul à créer, ni le premier à explorer les mystères sépulcraux du monde souterrain. En 2018, des peintures rupestres très anciennes ont été identifiées par des chercheurs espagnols comme remontant à 65 000 ans, soit 20 millénaires avant que l'homme moderne ne parvienne en Europe. En 1992, dans une grotte du Tarn-et-Garonne, des structures en morceaux de stalagmites ont été étudiées ainsi que des traces de foyers qui laissent supposer l'éclairage d'ampleur d'un lieu sacré où devaient se dérouler de nombreux rites. Ainsi, les preuves s'accumulent et chaque découverte nous rapproche un peu plus de cet être mystérieux. Plus de doute aujourd'hui, Néandertal est bien doté d'une profondeur spirituelle et artistique et donc d'une humanité à part entière. De quoi nous donner le vertige. 35 000 ans nous séparent de cet autre, beaucoup plus familier qu'on a longtemps voulu le croire, car les traces laissées par Néandertal ne sont pas seulement archéologiques, mais aussi génétiques. Et notre proximité avec lui n'est pas que culturelle, elle est également biologique. Jusqu'à 4% de l'ADN des humains sans ascendance africaine serait lié à ce lointain cousin. Galvanisés par ces découvertes qui nous laissent rêveurs, certains scientifiques ne veulent pas croire à un simple flux génétique et pensent que des accouplements ont bien eu lieu entre nos ancêtres et Néandertal avant de ne former qu'une seule et même espèce à ce jour. En 1939, un anthropologue américain prétendait que coiffé, rasé et habillé comme vous et moi, un homme de Néandertal passerait inaperçu dans le métro de New York. L'expérience fut tentée et c'est ainsi qu'un homme grimé en néandertalien traversa Manhattan, totalement ignoré par les passants.
Toutefois, pour la grande majorité de la communauté scientifique, à l'instar de toutes les autres branches de notre grande famille, Néandertal n'aurait pas eu de descendants et sa civilisation se serait effectivement éteinte. Mais cela n'empêche pas Néandertal de survivre dans le patrimoine génétique de nombre d'entre nous et donc, d'une certaine manière, d'être encore parmi nous. Aujourd'hui, bien que les causes de sa disparition ne soient pas tranchées, et à l'heure où se pose la question de notre propre destinée face aux changements sociétaux et climatiques, Néandertal est non seulement réhabilité, mais jouit d'une sorte de retour en grâce. Lui qui semblait entretenir un rapport respectueux à la nature et au monde sauvage est en train de devenir un exemple à suivre pour l'homme du futur. Toutefois, comme nous le rappelle notre invitée Marilène Patoumatis, spécialiste de l'homme de Néandertal, prenons garde à ne pas remplacer le mythe de la brute archaïque par celui du bon sauvage. Il n'y a pas de civilisation primitive, ni de civilisation évoluée, écrivait Lévi-Strauss. Il n'y a que des réponses différentes à des problèmes fondamentaux et identiques. Notre plus proche cousin ne nous était ni inférieur ni supérieur. Il était juste différent de nous. Néandertal, malgré son nom, n'a donc rien d'un homme nouveau, bien au contraire. C'est simplement notre regard qui sur lui a changé et il est tout à fait possible que ce ne soit là encore qu'un début. Europe 1, 15h, 16h, préhistoriquement vôtre. Marilène Patoumatis, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Avec plaisir. S'intéresser à Néandertal, c'est faire une plongée dans la préhistoire. On va repartir à l'école pour commencer. À quel moment l'histoire succède-t-elle à la préhistoire ? Alors, je vais être un peu iconoclaste. Je vais dire est-ce qu'il faut encore garder le terme de préhistoire ? Parce que c'est déjà l'histoire. C'est déjà notre histoire. Évidemment, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de parchemin, mais c'est déjà notre histoire. Et je pense peut-être qu'il faudrait un peu revoir cette question. Sinon, pour être classique, on va dire, il faut resituer par rapport aux premiers écrits. C'est-à-dire que tout ce qui est avant les premières traces d'écriture, c'est considéré comme préhistorique. Alors dedans, c'est très vaste, parce que la préhistoire, c'est pas la préhistoire, ce sont des sociétés préhistoriques. Donc la très grande période où il y a Néandertal, c'est le Paléolithique, où nous étions des sociétés chasseurs-cueilleurs nomades. Puis, à peu près vers 12 000 ans, on va devenir des éleveurs et des agriculteurs. On va changer l'économie, on va devenir des producteurs. Et là, évidemment, on est encore dans le néolithique, il n'y a pas encore les écritures, et ça va durer jusqu'à peu près 3000 ans, où il va y avoir les premières traces de métaux et tout, et ce qu'on appelle la proto-histoire, mais en même temps, il y a aussi l'apparition déjà des premières écritures. Donc c'est une grande période, mais c'est une période historique. Dans l'avant-propos de votre livre Néandertal de A à Z, vous écrivez que jusque dans la seconde moitié du XXe siècle, Néandertal a été victime d'une sorte de racisme, qui avait un certain nombre de préjugés. Alors, j'en ai relevé quelques-uns. Quels sont-ils ? C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y avait cette vision qui était très inscrite dans le 19e siècle, parce que la préhistoire, c'est une discipline récente, c'est le milieu du 19e siècle, où vraiment ça prend corps. Et donc, on est dans cette période un peu difficile, où il y a cette notion de race, de racialisme, donc d'inférieur et de supérieur, il y aurait des races. Et là, ça naît dans cette société-là, et de ce fait-là, on va tout de suite avoir tendance à classer aussi les fossiles. Et donc, on va dire, en fin de compte, comme les Néandertaliens sont plus vieux parce qu'à l'époque, on n'a pas trouvé des vieux sapiens, on dit, ils sont encore plus vieux que les sapiens, donc ils sont plus inférieurs. Il faut absolument les mettre dans ces catégories. Et aussi, on va avoir des préjugés par rapport à son physique, on va dire. Dire qu'on voit que... C'est-à-dire, il est plus pour qu'on comprenne bien, il est trapu. Il a un crâne plus large, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que c'est plutôt... Alors, bon, sa stature, c'est pas trop important. Par contre, c'est vraiment son allure, c'est vraiment sa face. Sa gueule, oui. Sa gueule, Il ressemble à quoi ? J'ai dit un peu familièrement, il a un délit de sale gueule au départ. Oui. C'est-à-dire qu'il est tellement différent, avec ce crâne allongé vers l'arrière en ballon de rugby. Nous sommes plutôt un ballon de football quand on voit le crâne. Et puis surtout, ces énormes arcades au-dessus des yeux. Et en plus, ça fait comme une visière de casque. Il n'y a pas de petit... creux au milieu des deux orbites. Donc c'est vraiment un physique différent. Il n'a pas de menton.
il est un peu prognate, c'est-à-dire qu'il a un peu la face en avant. Donc il a vraiment cette allure qui, pour certains, à l'époque, appelaient ça simiesque, c'est-à-dire ressemblant au singe. Mmh. Et vous savez, quand on a fait ces classifications de races et tout, on s'est basé justement sur la Mmh. présence de traits plutôt de singes ou pas pour classer les humains. Et Mmh. ben là, on a fait pareil avec les Néandertaliens. Et c'était vraiment sur cet aspect. Mais aussi, au départ, on a trouvé que quelques outils. Maintenant, on connaît très très bien tout ce qu'a fait, tout ce qu'ont fait les Néandertaliens. Mais là, on n'avait que quelques pièces. Et par rapport à certaines, je sais pas, des pièces qui ont été faites dans les saguets et tout, ou dans les bois de Rennes et tout par les sapiens, c'était tellement plus beau, entre guillemets, paraissait tellement plus évolué qu'il a été là aussi au niveau de son artisanat, on va dire, Mmh. dit bah, c'est moins bien quand même que ce que Mmh. faisait Sapiens, Mmh. quoi. Mais quelles sont les différences majeures entre l'homme de Néandertal et celui qui lui a succédé, l'homme moderne, l'Homo sapiens? À part le physique. Donc, est-ce que c'est d'ailleurs une question, le physique a évolué pour des questions pratiques ou c'est l'évolution naturelle de l'espèce Non, mais je qui... pense que c'est ça, c'est les caractères. On a chaque espèce a ses caractéristiques. Et ses apparences, même nous les humains, de toute façon, il y a quand même une grande diversité. Et donc là, on a ces différences, mais ce qui est intéressant aussi à voir, c'est qu'il a quand même un gros cerveau, une grande capacité cognitive. Et ça, c'était aussi quand même une donnée importante qui elle n'a pas du tout été prise en compte au départ. C'est-à-dire qu'on a un peu négligé le fait Mmh. qu'il avait quand même un cerveau conséquent. Et donc on le disait, par exemple, comme vous l'avez cité dans votre très beau texte, qu'il n'avait pas de langage, par exemple. Donc là, tout de suite, on se basait sur pas grand-chose pour dire qu'il n'avait pas de langage articulé. Alors que maintenant, on sait qu'il en avait un, etc. Mais voilà, après, il fallait que ça soit aussi quelqu'un d'inférieur. Donc, on a été regarder du côté des derniers peuples chasseurs-cueilleurs en disant, bah, regardez, ils sont beaucoup cannibales, parce qu'on est encore dans cette grande Mmh. période d'infériorisation des peuples. Et du coup, on a trouvé cette infériorité. Il était cannibale. Donc, si vous êtes sans langage et cannibale, vous êtes Mmh. forcément inférieur. Inférieur. On a cherché comme ça sans arrêt des, Mmh. des, des, des Mais critères ils qui sont vraiment permettaient différents. d'inférieur. L'Homo sapiens qui arrive, donc en fait, ils n'ont pas de lien avant de s'accoupler, peut-être. Ils n'ont aucun lien, hein. Ils arrivent de 2 planètes différentes. Ceux qui sont en Europe, parce qu'il faut repenser qu'il y a des Néandertaliens qui vont à peu près, vers 130 000 ans, aller au Proche-Orient. Ils vont arriver au Proche-Orient, et là, contrairement à l'Europe, il y a les sapiens qui sont là. Les sapiens sont déjà présents, ils vont les rencontrer. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que nous, on voit des différences, mais eux, ils vont pas les voir, puisque non seulement ils vont faire les mêmes cultures, ils vont chasser les mêmes animaux, ils vont tailler les mêmes outils quasiment, et ben, c'est là qu'ils vont se mélanger. Les populations, c'est pour ça que nous avons des gènes Mmh. néandertaliens. Ils se sont croisés là-bas. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que les différences dont on parle, eux, Mmh. ils les ont pas vues, puisqu'ils ont été jusqu'à se croiser, jusqu'à se mélanger. Mmh. Mais quelles aptitudes ou inventions que l'on pensait être l'apanage de l'homme moderne, l'homme de Néandertal possédait-il aussi? Je parlais de sens esthétique, par exemple, les rites funéraires, tout cela, ça existait déjà chez les Néandertaliens? Oui, bien sûr. Puis, la période des Néandertaliens est très vaste aussi, c'est pas de 400 000 ans. Et donc, c'est vrai qu'au départ, les plus anciennes civilisations néandertaliennes, on n'a pas du tout de preuves de sépulture et tout. C'est petit à petit qu'on voit apparaître différentes activités, comme d'enterrer ses morts. On voit aussi apparaître certaines techniques de taille qui sont très importantes, qu'on appelle la technique Levallois, mais quelque chose d'important, parce que dans une pierre brute, on voit déjà le cheminement des gestes pour arriver à un outil. Par exemple, le racloir, qui est quand même un des outils très importants pour les Néandertaliens. Donc, on voit apparaître toutes ces techniques, ces activités. Et petit à petit, plus on travaille sur ça, plus on s'aperçoit que les différences au niveau de l'artisanat se réduisent avec les sapiens. Par contre, ce qui est quand même très intéressant, c'est pour ça qu'il est passionnant, parce qu'il est différent. Et la différence, c'est important, surtout si on ne hiérarchise pas, c'est qu'il va y avoir un rapport, notamment aux animaux, un peu différent. C'est-à-dire qu'on n'a pas, comme va faire Sapiens, alors qu'il aurait pu, au niveau des moyens techniques, au niveau des capacités cognitives, il aurait pu le faire, il l'a pas fait, il n'a pas pris les armes naturelles des animaux, comme les bois de renne, par exemple, ou bien les voirs de mammouth, pour faire des armes, pour retourner ces armes contre ces animaux-là. On n'a quasiment pas d'industrie, ce qu'on appelle, nous, l'industrie osseuse, ou des armements sur ces espèces naturelles, sur ces bois, sur ces ivoires. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Mmh. C'est-à-dire que probablement, il y avait
une façon de concevoir les animaux avec peut-être une vision différente de celle des sapiens. J'aime pas dire de thème plus respectueux, tout ça, on ne sait pas, enfin. Mais en tout cas différent. Et ils n'ont pas utilisé. Vous voyez, ça, c'est quelque chose, une Mmh. différence importante. Et la même chose pour la parure. Ils ont fait quelques objets de parure, avec des coquillages, avec des cerfs, justement, des cerfs de rapace et tout, mais c'est quand même pas beaucoup par rapport à ce que va faire Sapiens. Et là aussi, c'est intéressant. Parce qu'au niveau de qu'est-ce que la parure? C'est s'identifier, soit au sein d'un clan, dire voilà, pour montrer par exemple que moi je suis un grand chasseur, ou que je suis le chef, ou que je ne sais pas quoi, ou bien par rapport aux autres. C'est mon clan, donc je suis le clan des ours, je mets des canines d'ours par rapport aux autres clans. Et là, il y a quasiment rien. Donc ça, c'est aussi intéressant. Dire qu'on sent qu'il n'avait peut-être pas besoin, en tout cas, de s'identifier à ce point-là. Mmh. Donc ça traduit, alors après, c'est l'interprétation, mais en tout cas, ça montre quelque chose. Ça, Mmh. ce sont les différences majeures. Au niveau technique, si vous voulez, on a montré maintenant, au niveau de l'artisanat, qu'il n'y a quasiment pas de différence. Mmh. Par exemple, les techniques de lame, vous savez, on a toujours dit, oui, mais les sapiens font des grandes lames, vous savez, pour faire des couteaux. On a trouvé des Des techniques de lames lame néandertaliennes. néandertaliennes. Voilà. Donc, Mmh. vous voyez, c'est surtout ces Mmh. différences qui sont peut-être les plus intéressantes parce que c'est presque au niveau de la cosmogonie, Mmh. c'est au niveau de la vision du monde Mmh. qui l'entoure. Là où vous nous apprenez quelque chose, c'est que les Néandertaliens et les Homo sapiens se sont donc rencontrés au Proche-Orient, mais pas en Europe, où ils se sont croisés peut-être, mais avec beaucoup de méfiance les uns les autres. Bah, c'est-à-dire que, d'après l'étude des sites archéologiques, parce que nous, on travaille évidemment sur des faits, hein, on s'aperçoit qu'il y a plutôt des évitements. C'est-à-dire que ils vont essayer c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont de plus en plus mobiles et peut-être que ça va jouer sur la démographie. Mais, on voit plutôt qu'ils s'évitent, ce qu'on appelle le système d'évitement. Mais il est possible, qu'il y ait eu quand même quelques croisements en Europe, mais disons ce qui fait que nous avons des gènes néandertaliens, les eurasiatiques, c'est ce croisement très important de population. C'est pas 3 personnes dans un coin, c'est vraiment de populationnels qui se sont donc mélangés. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et c'est à peu près, on se situe entre 80 et 100 000 ans au Mmh. Proche-Orient. Et ça, c'est grâce aux femmes, j'imagine. Bah, oui, c'est pas. Et Alors, c'est aux peut-être elles femmes étaient aussi. moins méfiantes, peut-être Je sais pas. elles sont allées, elles avaient envie de changer Oui, c'est ça. d'homme. Non. Non, mais c'est voilà la curiosité, Oui. aimer les différents. Mais c'est assez amusant ce que vous dites parce que c'est vrai qu'on a remarqué aussi que il nous manque au niveau génétique, vous savez, les chromosomes différencient les hommes et les femmes. Hein, c'est XX pour les femmes, XY pour les hommes. Et on n'a pas trouvé jusqu'à présent, en tout cas, dans les génomes de Y néandertaliens. Ce qui voudrait dire que c'est qu'en fin de compte que les hommes néandertaliens pouvaient peut-être aller avec les femmes sapiens, sauf que si c'était un mâle ça donnait naissance à un mâle, il mourrait soit, c'était peut-être pendant l'accouchement, mais soit avant, plutôt, parce que il y avait une espèce de rejet donc de ce Y. Donc on pense que c'était plutôt là justement des mélanges entre des femmes néandertaliennes et des sapiens, des hommes Mhm. sapiens. Mhm. Et donc, au début, ils se sont marqués de la méfiance. Et puis, au Proche-Orient, en tout cas, ils se sont rencontrés amicalement, disons, Oui, bien sûr. même plus Oui, et ce qui est très intéressant, qu'affinité. c'est qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, au niveau de leur culture, c'est-à-dire au niveau de ce qu'on trouve dans les sites archéologiques, on voit qu'ils chassent les mêmes choses. Les aurochs, les daims, les gazelles, pareil, tous les deux, les outils, ce qu'on appelle la moustérien du Levant, c'est exactement les mêmes techniques. Donc ça va de soi. Et c'est vraiment ça qui est intéressant, c'est de voir que cette acceptation des différences, bon, c'est une perception très très moderne de nous, notre regard que nous on portait sur ces humains, et eux ils ne l'ont pas vu cette différence. Et donc je trouve que ça c'est vraiment quelque chose qui nous Mmh, fait mmh. réfléchir. Vous posez une question dans votre dictionnaire, Marilène Patoumatis. Néandertal a-t-il migré en Amérique? Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Alors, parce que j'ai ouvert cette entrée, parce qu'il y a eu des articles, on dit peut-être qu'il était passé en Amérique. Et en fin de compte, non. C'est-à-dire qu'on a retravaillé sur ça. Et les collègues américains, évidemment, ont travaillé sur les sites qui avaient supposé être des sites néandertals. Et on a montré que c'était pas du tout ça. Donc, pour l'instant, il était en Europe pendant très longtemps. Et puis, mais jusqu'en Ouzbékistan. Hein, c'est-à-dire que vraiment, c'est de l'Angleterre, au Pays de Galles même, jusqu'en Ouzbékistan et au Proche-Orient. Donc, c'est vraiment ces deux grandes régions. Mmh. Marilène Patoumatis, parlons des femmes préhistoriques. Quelles étaient leurs places dans les sociétés néandertaliennes? Vous écrivez, je cite, qu'aucune preuve archéologique ne vient soutenir l'existence d'une division sexuelle du travail.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que là, vous savez, il y a des choses comme ça. La préhistoire donne beaucoup dans l'imaginaire et même encore maintenant, quand on demande qu'est-ce qu'un homme préhistorique dans la rue, on a des surprises. Mmh. Et donc, et là, le fait qu'on a pendant très longtemps perçu ces sociétés comme les nôtres. C'est-à-dire que, en fin de compte, avec une domination des hommes sur les femmes, avec des activités genrées, hein, séparées entre les hommes et les femmes. Donc on a appliqué ça. Et en fin de compte, quand on revient sur le terrain, quand on revient aux vestiges archéologiques, qu'on se confronte aux os, eh ben on s'aperçoit que c'est pas du tout prouvé. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il faut imaginer ces sociétés-là différentes des nôtres. C'est pas toujours, il ne faut pas toujours vouloir calquer notre type de société sur ces sociétés-là. Et quand on regarde les faits, on ne le voit pas. Par exemple, si je pense à l'infériorité des femmes par rapport aux hommes, ce qu'on a eu pendant très longtemps et encore malheureusement maintenant dans certaines régions du monde, ben on voit qu'il n'y avait pas de différence, rien qu'au niveau des sépultures. C'est-à-dire que les sépultures d'hommes ou de femmes néandertaliens, il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas plus de sépultures masculines, avec plus de mobilier funéraire, c'est-à-dire plus d'objets mis dans les tombes. Pas du tout, on ne voit pas. Physiquement, ils sont quand même relativement assez proches. Donc là aussi, les femmes néandertaliennes sont quand même très musclées, donc il y a des activités qu'elles peuvent tout à fait faire. C'est pas des petites choses fragiles. Mmh. Donc on a repensé ça et actuellement on se dit il n'y a pas de preuve qu'il y ait une division sexuée des tâches et il n'y a pas de preuve qu'il n'y en ait pas. C'est-à-dire que là, il faut arrêter de dire que c'était voilà, un système comme le nôtre, patriarcal. Voilà. Mmh. Est-ce qu'on peut parler de sociétés matrilinéaires qui ne reconnaissent que l'ascendance maternelle? Ben, c'est-à-dire que là, c'est une question un petit peu de logique. Dans ces sociétés-là, qui vivent en petits groupes, comme vous l'avez rappelé, hein, de 30 à 50, en fin de compte, il faut imaginer, c'est pas la famille, hein, c'est pas papa, maman, les enfants. Et la seule chose dont on est sûr, qu'est-ce qu'on voit, c'est que le bébé sort du corps de la femme. Donc ça, c'est sûr. Voilà. Après, la notion de père, déjà, est-ce qu'ils avaient conscience qu'ils participaient, les hommes, à la reproduction? C'est pas certain. Là aussi, il y a des recherches, c'est pas sûr. Ils ne savaient pas comment faire les bébés. C'est-à-dire qu'ils savaient pas si eux, ils intervenaient. Il y avait encore des sociétés au 19e qui pensaient, des sociétés de peuples chasseurs-cueilleurs, qui pensaient que c'était un djinn ou un esprit, parce que vous avez été au bord de la rivière, ou des choses comme ça. Donc la notion de paternité, c'est encore plus difficile à prouver, parce que probablement, et on le voit avec la consanguinité qui est vraiment bien mise en évidence, parce qu'on fait beaucoup d'ADN maintenant, et donc la consanguinité montre qu'un peu tout le monde va avec un peu tout le monde. Donc cette notion du père, là, vous voyez. Alors du coup, que ça soit des sociétés, comme il y en a eu beaucoup dans l'histoire, matrilinéaire ne veut pas dire matriarcal, attention. Hein, ça ne veut pas dire la domination des femmes, des hommes par les femmes. On n'est jamais sûr que de la mère. Voilà. Mais là, on n'est jamais sûr que de la mère. Et donc tout les noms, les biens, les savoir-faire sont transmis par le côté de la mère. Dans votre dictionnaire, on peut lire une entrée concernant la violence dans les sociétés néandertaliennes. Quelle forme prenait-elle? Est-ce que Néandertal faisait-il la guerre et est-ce qu'ils se faisaient la guerre entre eux? Alors justement, ça là aussi c'est une question extrêmement importante, parce que ça a souvent été un peu mis comme ça, comme infériorisation. Ils sont violents, des sociétés violentes. Enfin, sanguinaires même. Quand on voit actuellement, je suis pas sûre qu'elles étaient plus violentes. Je pense même que moins. Et donc là, il y a quasiment pas de preuves. Ce qu'on a, c'est que on a quelques cas, et ça c'est très intéressant, de marques de violence dans des cas particuliers, que le cannibalisme. Alors, c'est très intéressant parce que ce cannibalisme, ça fait tout de suite peur. Chez nous, on dit « oh là là, des cannibales ». Mais en réalité, c'est très complexe. Notamment, ça peut être un rite funéraire, c'est-à-dire qu'on va manger un petit bout de sa grand-mère. Et tout. Donc, c'est difficile de mettre ça comme étant quelque chose de péjoratif, d'infériorisant. Mais en tout cas, on a quelques traces de coups, de projectiles qui montrent qu'il y a eu, à un moment donné, cette violence, entre guillemets, mais interpersonnelle, c'est-à-dire entre deux personnes. Mais on n'a jamais, à ces périodes-là, de traces de charniers, par exemple. C'est-à-dire que d'un seul coup, ils seraient arrivés dans un campement, ils auraient tout massacré, ce qu'on verra beaucoup plus tard au néolithique. Là, on n'en a pas. Là, c'est vraiment des choses très rares, interpersonnelles, entre deux personnes. Et souvent, d'ailleurs, ces blessures sont cicatrisées.
ça veut dire que la personne n'a pas été exterminée par son assaillant. Mais vraiment, ce qui m'a surpris dans ces études, parce que j'avais fait un livre sur la préhistoire de la violence, c'est de voir que c'était dans ce cadre, et ça commence il y a 800 000 ans, donc c'est même avant les Néandertaliens, ça commence dans ce cadre-là du cannibalisme. Donc quelque chose qui est quand même rituel quelque part, et qui est très particulier. Et une question qui suscite aujourd'hui de vifs débats au sein de la communauté scientifique, c'est de savoir si l'homme de Néandertal a peint, gravé ou sculpté sur les parois et les sols des grottes. En somme, est-ce que Néandertal était aussi un artiste et avait-il un sens de l'esthétique? Oui, ça suscite. Alors là, le grand débat, il y a vraiment deux écoles. Hein, ceux qui disent non, 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 ce n'est que Sapiens qui a fait de l'art. Et ceux qui disent non, il y avait probablement une forme d'art différente, peut-être, mais qui existait. Alors les Néandertaliens, il faut savoir déjà, ils ont été quand même, au niveau de cette esthétique, on peut y penser, parce qu'ils ont ramassé, par exemple, des très beaux fossiles, des très belles pierres, des améthystes, des quartz et tout, qu'ils ont mis chez eux sans rien faire, dans leur habitat. Donc, c'est quand même une notion d'esthétique, je pense. Et puis, au niveau de l'art, on a des preuves certaines. C'est plutôt des tracés géométriques. C'est-à-dire qu'on a sur des os, sur des roches et tout, sur des pierres, on a des tracés, des traits, des points, etc. Et peut-être même dans certaines grottes, des tracés géométriques. Mais pour l'instant, on n'a pas une certitude, parce qu'il y a un problème des fois pour dater. Vous savez, il y a beaucoup de grottes ornées où on n'a pas pu dater les peintures. Donc on dit c'est Sapiens parce que voilà, on a toujours pensé que c'était Sapiens, mais on ne peut pas les dater parce qu'il n'y a pas de moyens. Et donc là, il y a eu quelques tracés quand même qui ont été montrés comme étant vraiment réalisés par les Néandertaliens très récemment. Et donc il y a vraiment quelque chose qui, en tout cas, qui est de l'ordre, alors artiste, esthétique, tout ça. Pourquoi pas, mais en tout cas qui sort du quotidien. C'est-à-dire que ce n'est pas des humains que dans la subsistance. Ils ne sont pas là seulement pour aller chasser, manger, se reproduire. Ils ont justement une part probablement de rapport à leur environnement qui se traduit par des symboles peut-être, des signes, etc. Donc ça c'est intéressant. Puis la grotte de Bruniquel dont vous avez parlé, c'est stalagmites. Vous vous rendez compte? Rentrer là, c'est loin de l'entrée, avec des petites lampes, aller au fin fond d'une galerie, casser des stalagmites. Des morceaux, il ne faut pas le faire. Hein. Casser des stalagmites pour faire 400 morceaux qui sont à peu près de même format. Pour faire ils ont fait des grandes structures, enfin une grande structure ovale, puis une petite, et ils ont fait des feux, et c'est tout. Donc c'était forcément un lieu qui n'est pas un habitat, qui était probablement pour des cérémonies et des rituels. Donc là, ça montre qu'ils sont là aussi dans autre chose, dans une forme de symbolisme. Et je crois qu'il ne faut pas vouloir absolument qu'ils fassent la même chose que les sapiens. Ce ne sont pas des sapiens. Ils sont différents. Et ce qui m'intéresse, c'est justement d'aller voir ces différences. Et peut-être que là, on touche quelque chose. Parce que la symbolique des signes, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de table de rosette, mais c'est quand même passionnant. Enfin, pour finir, Marilène Patoumati, une question qui se pose toujours. L'homme de Néandertal a disparu il y a 35 000 ans. Quelles sont les hypothèses les plus probables qui pourraient expliquer sa disparition ? Je pense que déjà, comme beaucoup de choses, c'est un peu polyfactoriel. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des problèmes, soit de virus dans certains coins, parce que les sapiens ont peut-être amené des virus, c'est ça. Il y a peut-être eu, de temps en temps, par exemple, par rapport aux éruptions volcaniques, il y a peut-être eu des problèmes aussi de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'ils auraient dépéri à cause de cet environnement très, très pollué de ces éruptions volcaniques qui a lieu à peu près en même temps dans la région italienne. Bref, il y a peut-être des choses, mais en réalité, à mon avis, la grande hypothèse, c'est quand même de dire que c'est un problème démographique. Oui. C'est-à-dire qu'on voit au niveau génétique, on fait beaucoup d'ADN maintenant et on le voit très bien au niveau génétique. La consanguinité dont je parlais tout à l'heure, c'est vraiment vers les derniers Néandertaliens, elle apparaît très forte. Donc ça veut dire qu'ils se reproduisent vraiment au sein de leur clan, ils ont des problèmes pour trouver des partenaires extérieurs. Et on voit, ça commence il y a 50 000 ans. C'est-à-dire, vraiment, c'est assez récent, mais c'est déjà entamé. Et ce que je propose comme hypothèse, c'est que l'arrivée des sapiens, indirectement,
va avoir un rôle, parce que quand ils vont arriver, et eux, ils arrivent sans arrêt, c'est-à-dire qu'en fin de compte, ils viennent de l'Afrique, donc ils arrivent, ils pénètrent dans ces territoires, et ils obligent quelque part les Néandertaliens à se déplacer. Et on sait très bien que plus vous êtes mobile, moins vous avez d'enfants. C'est la sédentarité, on le voit très bien au moment de la sédentarisation, au moment du néolithique, on voit que ça va exploser parce qu'ils deviennent sédentaires et plus nomades. Et là, il y a une plus grande mobilité. Et elle joue d'ailleurs un peu sur les sapiens aussi. Et donc là, il y a vraiment quelque chose qui, à mon avis, est important parce que au niveau de la démographie, quand on est deux, il faut faire deux, surtout si personne ne fait trois. Hein. Donc ça peut aller très vite, la chute démographique. Et je crois que c'est quand même ce qu'on voit, parce qu'il y a cette dilution génétique aussi, hein, puisque quand ils vont se reproduire avec les sapiens, les Néandertaliens n'arrivent plus, bien sûr, ils sont là et ils vont disparaître petit à petit, assimilés par les sapiens, parce que les sapiens de l'Afrique subsaharienne, ils montent, et donc au Proche-Orient, ils vont se mélanger qu'avec les sapiens. Donc les métis vont être de moins en moins néandertaliens. Mais merci beaucoup Marilène Patoumati de nous avoir accompagné exceptionnellement dans Préhistoriquement Vôtre cet après-midi pour retracer la véritable histoire de l'homme de Néandertal. Je rappelle que votre livre Néandertal de A à Z vient d'être publié en poche dans la collection Texto des éditions Talendier. Merci beaucoup. Merci. Historiquement Vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.